Je m'appelle Anne de Haro, je suis juriste de formation. Je suis aussi l'ancienne déléguée syndicale CGT de Wolters Kluwer France, qui est une entreprise qui est plus connue en France sous le nom des éditions Lamy ou du groupe Liaison. Je suis aussi devenue une lanceuse d'alerte. Je suis aussi au chômage maintenant puisque j'ai été licenciée pour faute grave de cette entreprise après avoir dénoncé plusieurs scandales. Je n'ai pas toutes les explications sur le nombre de dysfonctionnements ou de fraudes qu'on a trouvés dans ce dossier. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'à la base, il y a un montage financier qui est fait pour faire de l'optimisation fiscale ou de l'évasion fiscale. Ça a un effet direct sur la participation des salariés. Alors il faut savoir que la participation des salariés, ça a été institué à la fin des années 60 par le général de Gaulle qui croyait mettre fin à la lutte des classes en permettant aux salariés des entreprises de toucher une part des bénéfices, une part des profits produits par leur travail dans l'entreprise. Et donc, il y a des ordonnances qui, en 1967, généralisent le fait qu'une réserve de participation soit calculée dans toutes les entreprises. Le calcul de cette réserve de participation se fait sur le résultat net fiscal. Donc forcément, dès qu'on fait de l'optimisation fiscale ou de l'évasion fiscale et qu'on se débrouille pour mettre à zéro le résultat net fiscal de l'entreprise, en France, on obère la participation des salariés. Et donc dans beaucoup de groupes où il y a de l'optimisation fiscale, les premières victimes de cette opération, ce sont les salariés qui perdent leur participation. Et ils vont être victimes une deuxième fois d'ailleurs, parce que évidemment tous ces impôts qui ne sont pas payés, ces impôts sur les sociétés qui ne sont pas payés à l'État français, à la collectivité, ce sont les salariés solvables qui vont devoir compenser ces impôts et payer la part que les entreprises ne payent plus. En 2007, notre employeur nous dit, voilà, nous allons réaliser la fusion des 9 sociétés du groupe français et nous allons créer une grande société qui sera plus puissante et qui, comme on pourra, intervenir et faire des appels d'offres de façon efficace. Alors évidemment, la fusion des 9 sociétés du groupe, ça veut dire pour nous qu'on va devenir une seule société, ça veut dire que tous les accords d'entreprise vont tomber et qu'il va falloir renégocier tous les accords d'entreprise. Je dis nous, je parle des représentants du personnel. Nous étions 3 comités d'entreprise à gérer l'ensemble des salariés du groupe Wolters Kluwer. L'employeur omet, dans les présentations qu'il nous fait, de nous dire que pour réaliser cette fusion des 9 sociétés, en une seule, il va s'endetter. Et il va s'endetter auprès de la maison mère. Alors, c'est un schéma assez complexe. On a mis des mois et des mois à en prendre connaissance et à le comprendre. Pour faire simple, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise s'est rachetée à elle-même ce qu'elle possédait déjà. Alors déjà, ça interroge un petit peu le bon sens. Et pour se racheter à elle-même, elle s'est valorisée, non pas à la valeur du bilan comptable, mais à la valeur du marché. Et ça, c'est interdit normalement par la loi française. Du coup, une plus-value énorme a été générée, qui est remontée immédiatement à la maison mère. Et la maison mère, dans le même temps, a également déduit de ses impôts le prêt qu'elle avait consenti à sa filiale française. Donc, c'est une opération à plusieurs bandes qui a permis une optimisation fiscale et qui a permis le versement de 555 millions d'euros de dividendes, ce qui est une somme non négligeable, pour l'année 2007. Et à partir de là, à partir du moment où l'entreprise était structurellement et artificiellement endettée, le résultat net fiscal était à zéro et donc il était impossible de dégager une prime de participation. Alors, ce qui nous est arrivé, c'est qu'on gagne donc devant la Cour d'appel de Versailles en février 2016 et elle considère que l'entreprise a procédé à des manœuvres frauduleuses et qu'elle doit recalculer
une réserve de participation. Donc on est tous très contents. Malheureusement, notre employeur, Wolters Kluwer France, décide de se pourvoir en cassation. Nous voilà donc devant la Cour de cassation. Nous pensons que nous avons des arguments qui se tiennent. Franchement, moi je m'attendais à ce que l'arrêt de la Cour d'appel soit cassé, mais je m'attendais à ce que l'arrêt de la Cour d'appel soit cassé avec renvoi. Le renvoi, c'est lorsque la Cour de cassation décide de renvoyer devant une cour d'appel, une autre cour d'appel que celle qui a jugé une première fois, et cette seconde cour d'appel va regarder à nouveau le dossier, va qualifier de nouveau et va regarder les faits et va apporter une solution. Donc on s'attend à retourner devant une deuxième cour d'appel. Franchement, on s'attendait à ce qu'on nous dise « Écoutez, la fraude n'est pas suffisamment établie, est-ce que vous pouvez vraiment prouver les éléments de fraude ?» Parce que quand on invoque la fraude, c'est quelque chose de grave et il nous paraissait légitime de devoir apporter la meilleure preuve possible. Mais on ne s'attendait pas du tout à ce qui s'est passé devant la Cour de cassation et on a été surpris par la décision elle-même et puis par le fait que 3 des magistrats qui ont siégé se sont révélés en fait avoir des liens très forts avec notre employeur puisqu'ils étaient salariés de l'entreprise Wolters Kluwer pour des prestations de formation qu'ils réalisaient plusieurs fois dans l'année et pour laquelle ils étaient rétribués. Aucun magistrat n'a le droit d'être salarié d'une entreprise privée, c'est dans le statut de la magistrature. Après, il peut arriver que des magistrats soient amenés à collaborer pour des conférences, pour des écrits avec des entreprises privées. Mais dans ce cas-là, il y a une règle qui s'impose à tous les magistrats en France et que les magistrats suivent assez scrupuleusement. Il y a 8000 magistrats, je crois, en France. Il n'est pas du tout question de remettre en cause les magistrats qui travaillent très sérieusement. Et la règle que suivent ces magistrats, elle est simple. Lorsqu'ils ont un lien direct ou indirect avec une des parties, ils se retirent du dossier et c'est un autre magistrat qui prend leur place pour ne pas participer à l'affaire. Bon, c'est une règle simple qui permet de garantir à tous les justiciables que leur affaire va être jugée de façon complètement impartiale. Alors nous, ça n'a pas été le cas. On a ces 3 magistrats, et pas des moindres, parce que c'est quand même le président Yves Frouin, donc président de la Chambre sociale à l'époque. Donc c'est un personnage important, parce que le président de la Chambre sociale, il a un rôle déterminant dans la fixation de la jurisprudence, c'est-à-dire de l'interprétation des lois en matière de droit du travail et de protection sociale. Donc c'est vraiment important. Il y a aussi le doyen de la Chambre sociale de la Cour de cassation, Jean-Guy Huglot, et puis une conseillère, Laurence Pécaud-Rivolier. Et ces 3 magistrats, en fait, donnent régulièrement des conférences ou font des journées d'études rémunérées pour la société Wolters Kluwer France. À la suite de ça, en fait, j'ai été contactée par un journaliste du Canard enchaîné, parce que c'est ce média-là qui a révélé l'affaire, et il va me demander des preuves. Alors on commence à chercher des preuves. Mon premier réflexe, c'est d'aller voir les listes électorales, liste de tous les salariés. Bon, les magistrats ne figuraient pas dans ces listes. Par contre, à notre grand étonnement, ils figuraient dans le registre du personnel comme salariés, formateurs. D'ailleurs, ils étaient même qualifiés d'employés, pas de cadres. C'est-à-dire qu'on ne reconnaissait pas leurs compétences et leurs qualifications. Ils figuraient et aussi également, alors ça, moi, je suis tombée des nues. Je suis une ancienne secrétaire de comité d'entreprise et je les ai retrouvés dans des listings comme bénéficiaires des chèques cadeaux de Noël. Alors là, je ne m'y attendais pas. Donc, ce sont des listings qui sont établis par l'employeur, communiqués au comité d'entreprise. Donc voilà, on les a retrouvés là. Donc voilà, et donc on a prouvé qu'ils étaient salariés. Et d'ailleurs, quand le journaliste du Canard est allé les voir, ils n'ont pas nié et ils ont, pour certains, montré leur fiche de paye. Donc voilà, la réalité de la relation de travail était établie.
Alors, mon actualité, c'est d'abord d'avoir la décision du Conseil de discipline du CSM, du Conseil supérieur de la magistrature, puisque les 3 magistrats en cause ont été entendus par le Conseil de discipline et maintenant nous attendons la solution et voir s'ils sont sanctionnés ou non. Nous avons aussi saisi la Cour européenne des droits de l'homme parce que nous pensons que le procès a été inéquitable et qu'il y a un manque d'impartialité. Après, moi j'ai été licenciée pour faute grave à la suite de ces événements-là. Je me suis retrouvée au chômage, donc actuellement je suis en recherche d'emploi. Mais j'anime également un groupe de travail avec la CGT sur les questions de montage financier, les effets sur la participation. Et en fait, nous travaillons sur des dossiers. Donc on a travaillé sur le dossier McDonald's, par exemple. C'est cette multinationale qui ne paye d'impôts dans aucun pays du monde et qui, en France, se débrouille pour fixer le prix des loyers. Alors, c'est des loyers flottants qui annulent le chiffre d'affaires. Et comme ça, on ne paye pas d'impôts et on ne paye pas non plus de primes de participation aux salariés. Donc ce dossier-là est examiné actuellement par le parquet national financier et on attend une solution. On a travaillé aussi sur l'affaire Lapeyre. Alors là, c'est le groupe Saint-Gobain qui est d'ailleurs en train de vendre les usines Lapeyre. Et donc ces salariés ne perçoivent pas de participation. Alors là, il n'y a pas d'optimisation fiscale, c'est juste une optimisation sociale. Et en fait, Lapeyre se débrouille pour concentrer tous les bénéfices dans une société où il n'y a pas de salariés. Et on concentre les pertes dans les sociétés où il y a des salariés. Et de ce fait-là, on ne paye pas la participation aux salariés. Et donc voilà, donc on travaille sur des dossiers. Alors pour McDo, c'est devant le parquet national financier. Pour Lapeyre, là, ça va arriver devant la cour d'appel de Paris. Donc nous, notre travail, on travaille avec des avocats, des experts comptables et avec des professeurs de droit parce qu'on a compris avec l'affaire Wolters-Kluwer qu'on avait besoin de se muscler au niveau de notre réflexion, de nos pratiques et de nos façons d'agir. Il faut aussi qu'on forme les élus du personnel à poser les bonnes questions, à repérer les problèmes, et il faut repérer les problèmes en amont le plus tôt possible, parce qu'une entreprise qui fait de l'optimisation fiscale, nécessairement, elle s'assèche, elle devient exsangue, et à la finale, il y a toujours des plans sociaux. Et c'est comme ça que les entreprises se dévitalisent également et qu'elles perdent leur substance. Et après, ça se termine en liquidation d'entreprise, donc voilà, donc bon, plan social. Et donc, il est important d'agir dès le début. C'est aussi important pour les citoyens de savoir, de connaître les entreprises qui font de l'optimisation fiscale et qui ne payent pas la part d'impôt qu'elles devraient payer. Alors moi, je suis un peu timide pour parler d'intelligence économique, mais oui, l'idée, c'est de toute façon de se former et de comprendre, et surtout de ne pas laisser aux employeurs, de ne pas laisser aux fiscalistes la seule maîtrise de ces questions-là. Il faut absolument que du côté des salariés, nous ayons aussi la maîtrise de ce vocabulaire, de ces pratiques, et que nous ayons cette compréhension pour pouvoir les réfuter et pour pouvoir les attaquer. Alors tous les salariés qui veulent nous contacter peuvent nous contacter sur le site de l'UGICT. Il y a une fiche contact en nous expliquant quel est leur problème et on leur répondra. Et bien entendu, on est absolument ouvert à tous les partenariats et évidemment avec le média, parce que ce qui est important pour nous maintenant, c'est d'arriver à avoir la couverture la plus large possible pour dire aux salariés qu'il y a des solutions et qu'on peut se battre, y compris judiciairement, même si c'est difficile, mais qu'on peut arriver à tordre le bâton dans l'autre sens et arriver à avoir des victoires et faire reculer le pouvoir des financiers dans l'entreprise. C'est un combat qu'il faut mener et c'est un combat qu'on peut gagner.